mon service, on prend en charge des patients pour une chirurgie cardiaque ou vasculaire, potentiellement lourde, par exemple des transplantations cardiaques, et on a aussi des lits de réanimation pour prendre en charge des patients, soit dans les suites d'une chirurgie majeure, programmée ou réalisée en urgence, mais aussi de patients qui arrivent en réanimation pour une insuffisance cardiaque aiguë, chez qui on va avoir par exemple besoin de mettre en place une assistance circulatoire. Donc ce sont globalement des patients graves qui vont avoir des durées de séjour en réanimation prolongées et qui vont être associés à un certain nombre de complications, notamment des complications infectieuses, mais aussi des séquelles de la réanimation comme la neuromyopathie de réanimation. En fait, on s'intéresse aujourd'hui de plus en plus au devenir des patients après le séjour en réanimation. On a fait énormément de progrès sur la prise en charge des patients en réanimation, sur comment traiter la pathologie initiale, l'infarctus du myocarde, la pneumonie, la méningite. On a fait des progrès dans le support des défaillances d'organes, comment faire la ventilation mécanique, comment faire l'épuration extra-rénale par exemple des patients. Mais ce qu'on met peu à peu à jour, c'est que les patients qui survivent à la réanimation ont un pronostic altéré. Et ils présentent ce qu'on appelle un syndrome post-réanimation. C'est en fait un ensemble de pathologies qui sont les conséquences de ce séjour prolongé en réanimation. C'est des conséquences neuropsychologiques, des syndromes de stress post-traumatique, de l'anxiété, ça peut être de l'insuffisance rénale qui persiste, des difficultés à respirer, des difficultés cardiaques, et puis donc une atteinte musculaire. Cette atteinte musculaire, c'est ce qu'on appelle la neuromyopathie de réanimation. Ça touche principalement les muscles périphériques, c'est-à-dire les muscles des bras et des jambes, mais aussi le diaphragme. Et donc les patients, et notamment les patients les plus graves, survivent à la réanimation, mais pour les formes les plus sévères ne peuvent plus respirer tout seuls. Ils ont besoin d'une ventilation artificielle, d'être trachéotomisés, et ils ont une autonomie fonctionnelle extrêmement réduite, puisqu'ils ne peuvent potentiellement plus se déplacer, ils n'ont plus d'autonomie, et encore moins reprendre par exemple une activité professionnelle. Alors comment prévenir cette atteinte musculaire ? Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement miracle. Et finalement, le principal facteur de risque, c'est probablement la gravité du patient. Et donc, pour faire en sorte que le patient ne soit pas trop grave, ou pouvoir stopper très vite cette spirale de la gravité de la pathologie initiale, en fait, ça revient à faire de la bonne médecine. C'est-à-dire, si le patient vient pour une infection, eh bien, il faut savoir identifier dès les urgences cette infection et débuter très vite, par exemple, une antibiothérapie. Ça veut dire ne pas apporter trop de liquide à un patient, ne pas les maintenir endormis trop longtemps en réanimation. C'est vraiment avoir une médecine personnalisée, mais en faisant des choses simples. Et c'est probablement de cette façon qu'on va réussir à prévenir le plus cette atteinte musculaire. Ensuite, il y a d'autres stratégies qui sont essayées. La kinésithérapie a probablement un rôle bénéfique, même si on peine un petit peu à démontrer dans des grandes études à plusieurs milliers de patients un bénéfice vraiment quand on prend les patients tout venant. Peut-être on aurait besoin de un petit peu plus affiner le phénotype des patients, de savoir quel patient va réellement bénéficier d'une kinésithérapie précoce, intensive, versus d'autres patients qui peut-être n'en bénéficient pas. Et puis, il y a encore d'autres stratégies, comme par exemple la stimulation électrique de certains groupes musculaires. Là aussi, on a du mal à démontrer un bénéfice quand on prend toute une population de patients de réanimation. Et peut-être que si on arrivait à mieux identifier un phénotype de patient pouvant bénéficier, eh bien, ça pourrait être une bonne chose. Bah, probablement, ça c'est quelque chose on sait que lorsqu'on arrive à une intervention de chirurgie lourde ou un séjour en réanimation, en bon état physique, eh bien, le pronostic est significativement meilleur. On travaille beaucoup sur ce sujet, ce qu'on appelle le score de fragilité, notamment pour les patients les plus âgés. On sait que ce score de fragilité, plus que l'âge, par exemple, de l'état civil, c'est vraiment ce paramètre qui va être associé avec la bonne récupération au décours d'une chirurgie majeure, par exemple. Et on retrouve, c'est la même chose pour les patients de réanimation. Finalement, avoir 60 ans ou 75 ans à l'entrée en réanimation, bien sûr que ça joue, mais probablement beaucoup moins que l'état dans lequel on est. Un patient de 60 ans qui est déjà dénutri, qui n'a pas d'activité physique, eh bien, aura un pronostic probablement moins bon qu'un patient de 75 ans qui va faire de l'exercice physique tous les jours, qui a maintenu une masse musculaire et une activité aussi cognitive importante.
Moi, je trouve que la tenue de ces assises du muscle, c'est vraiment fondamental pour pouvoir mutualiser finalement toutes ces connaissances, parce que on voit qu'il y a beaucoup de connexions entre les pathologies aiguës, les pathologies chroniques, les atteintes plus de physiopathologie, d'autres de traitement, et pouvoir mettre dans la même salle tous les acteurs de la prise en charge de ces maladies musculaires, qu'elles soient acquises ou congénitales, aiguës ou chroniques, je trouve que ça fait beaucoup d'émulation. Et c'est extrêmement bénéfique de mettre tous ces acteurs au même endroit pour parler le même langage. Et puis accessoirement, en tant que réanimateur, pouvoir aller parler de neuromyopathie de réanimation, qui est probablement une pathologie musculaire ou neuromusculaire encore peu connue et qui ne bénéficie pas de la même exposition que toutes ces myopathies congénitales. Je trouve que c'est extrêmement bénéfique pour notre pathologie et à terme, bien sûr, pour les patients.